Le train entrait en gare de l'île Flandre dans un crissement métallique qui me tira de ma torpeur. Dehors, l'automne nordiste avait drapé la ville d'un voile gris et humide, une bruine tenace s'accrochant aux vitres comme des larmes froides. J'avais passé une semaine en Normandie, chez ma sœur, une tentative bienveillante de sa part pour Maf, éloignée du silence de l'appartement depuis le départ de Jean. Mais le deuil, c'est un bagage qu'on ne peut laisser sur le quai. En descendant du wagon, l'air froid me saisit, et je resserrai le col de mon vieux manteau. Je n'avais qu'une hâte. Retrouver mes murs, mon lit, même si la solitude m'y attendait. Était une solitude familière, au moins, une peine que j'avais appris à apprivoiser, ou du moins à côtoyer sans qu'elle ne me dévore entièrement à chaque instant. Le trajet en bus jusqu'à la périphérie fut long, rythmé par les secousses et les arrêts incessants. Je regardais défiler les façades de briques rouges, les toits d'ardoise luisants de pluie. Tout ce paysage ouvrier qui avait été le décor de toute ma vie. Notre cité, avec ses immeubles des années 60, n'avait jamais été belle, mais elle était chez nous. Était là que j'avais élevé Chloé, là que j'avais partagé 40 ans de vie avec Jean. Chaque coin de rue ravivait un souvenir, une conversation, un éclat de rire. Aujourd'hui, ces souvenirs pesaient lourds, comme des pierres dans les poches de mon manteau. Je me sentais lasse. Une fatigue qui n'avait rien à voir avec le voyage, mais qui venait du plus profond de mon âme, de cet effort constant pour continuer à avancer quand tout mon être voulait s'arrêter. En arrivant devant mon immeuble, une sensation étrange me parcourut. D'habitude, le silence était la première chose qui me frappait. Mais aujourd'hui, alors que je poussais la lourde porte du hall, un murmure de voix flottait dans l'air, provenant de étage. De mon étage. Mon cœur se serra. Chloé ne devait pas être là à cette heure-ci, elle avait un entretien pour une mission d'intérim. Je n'avais prévenu personne de mon retour anticipé, voulant faire la surprise, ou peut-être simplement éviter le comité d'accueil plein de pitié. Une angoisse sourde commença à monter. Les voix étaient feutrées, des chuchotements polis, mais elles provenaient sans aucun doute de mon appartement. Cédille était le son de la vie là où il ne devait y avoir que le silence. Une appréhension irrationnelle me glaça le sang. J'imaginais le pire, un cambriolage, un accident. Mais les voix étaient calmes, presque enjouées. Était encore plus déroutant. Je posai mon sac de voyage sur la première marche de l'escalier, mes mains tremblaient légèrement. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas, quelque chose de fondamentalement déplacé. C'est dit comme entendre une mélodie familière jouer dans une tonalité fausse, une dissonance qui heurtait l'oreille, et elle, âme. Je commençais à monter les marches sur la pointe des pieds, mon souffle court, chaque pas faisant écho à l'accélération des battements de mon cœur. Le couloir de notre palier était faiblement éclairé par un néon fatigué, projetant des ombres longues et inquiétantes sur le lino usé. La porte de notre appartement était entr'ouverte, laissant filtrer une lumière jaunâtre et ses bribes de conversation. Je m'approchai sans un bruit, mon corps entier tendu. À travers l'ouverture, je vis une scène qui me figea sur place. Une image qui se grava dans ma mémoire avec la précision cruelle d'une photographie. Chloé était là, au milieu de notre salon, le dos droit, un sourire crispé sur les lèvres. Face à elle, deux de nos voisines, Madame Dubois et Madame Garcia, écoutaient avec un air de componction polie. Mais ce était pas leur présence qui me choqua. Était ce qui se trouvait sur la table basse, disposé avec un soin presque macabre. Le vieux vase de Limoges de ma mère, le service à café reçu pour notre mariage, la collection de romans policiers de Jean. Si cette histoire commence à vous toucher, n'hésitez pas à vous abonner, et à me dire dans les commentaires depuis quelle ville vous-même écoutez. Votre soutien est précieux pour continuer à partager ces récits de vie qui nous rassemblent. J'entendis la voix de ma fille, claire et un peu trop forte, annoncer. Et pour le lot numéro 7, ce magnifique service en porcelaine, nous commençons la mise à un prix symbolique. Tous les fonds récoltés iront à une œuvre caritative, bien sûr. Une tombola. Une tombola caritative dans mon propre salon. Avec mes propres souvenirs, comme l'eau à gagner. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Une nausée violente me submergea. Ce était pas de la charité, je le compris instantanément. Était une mascarade, une vente déguisée. Ma fille, mon unique enfant, était en train de vendre notre vie, morceau par morceau, à nos voisines. Sous le prétexte fallacieux d'une bonne action. La douleur fut si vive, si fulgurante, qu'elle me coupa le souffle. La trahison était un poison qui se répandait dans mes veines. Voir ces objets, témoins silencieux de notre histoire, de nos joies et de nos peines, étalés comme de la vulgaire marchandise, était une profanation. Le vase que ma mère m'avait légué sur son lit de mort, chaque livre que Jean avait touché, lu et annoté avec sa petite écriture appliquée. Tout cela était réduit à un numéro, à un prix de départ. Le sourire de Chloé, ce sourire forcé qui ne trompait que celle qui voulait bien être, était la pire des insultes.
Elle jouait un rôle, et elle le jouait pour elle, pour des étrangères qui allaient repartir avec des fragments de mon cœur dans leur sac à provisions. La colère monta, chaude et amère, menaçant de déborder. Mon premier réflexe fut de faire irruption, de crier, de renverser cette table de la honte et de chasser tout le monde. Je voulais hurler ma peine et ma rage, leur jeter à la figure leur indécence et la duplicité de ma propre fille. Comment osait-elle ? Comment pouvait-elle me faire ça, à moi, à la mémoire de son père ? Les questions se bousculaient dans ma tête, violentes et sans réponse. J était son pilier, celle qui avait toujours tout encaissé, tout surmonté, pour qu'elle ne manque de rien. Et voilà comment elle me remerciait, en bradant notre passé pour une raison que je ne pouvais même pas concevoir. L'humiliation me brûlait le visage, plus encore que la tristesse. Mais alors que j'allais pousser la porte, mon regard s'attarda sur le visage de Chloé. Madame Dubois S était retournée pour admirer une aquarelle au mur, et pendant une fraction de seconde, le masque de ma fille tomba. Le sourire s'effaça, remplacé par une expression de pure angoisse, une détresse si profonde qu'elle me transperça. Ses yeux, habituellement si vifs, étaient cernés et embués d'une honte palpable. Dans ce regard fugace, je ne vis plus une traîtresse. Je vis une enfant terrifiée, une jeune femme acculée, portant sur ses frêles épaules un fardeau bien trop lourd pour elle. Ce haine n'était pas de la méchanceté qui l'animait, mais un désespoir que je n'avais pas su voir. Cette prise de conscience changea tout. La vague de colère qui m'avait submergée reflua aussi vite qu'elle était venue, laissant place à une douleur différente, plus sourde et plus profonde. Une douleur maternelle. J'avais échoué quelque part. J'avais été si absorbée par mon propre chagrin que je n'avais pas vu le sien. Je n'avais pas vu qu'elle se noyait en silence à côté de moi. L'envie de hurler se mua en un besoin impérieux de la protéger, même de moi-même, même de ma propre réaction. Je reculais doucement, me cachant dans l'ombre du palier, le cœur battant à tout rompre. Je devais comprendre. Je ne pouvais pas la juger sans savoir ce qui l'avait poussée à un tel acte. J'attendis caché dans le renfoncement de la porte voisine. Le temps semblait étiré à l'infini. J'entendais les voix polies, les remerciements, les promesses de passer prendre les lots plus tard. Chaque mot était une torture, mais je restais immobile, retenant ma respiration. Puis, j'entendis le bruit de la porte qui s'ouvrait, les au revoir échangés sur le seuil, et enfin, le clic du verrou qui se fermait. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel bruit. Un silence lourd, épais, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui venait de se passer. J'attendis encore quelques secondes, le temps de rassembler le peu de force qu'il me restait. Je poussai lentement la porte et entrai. Chloé était toujours là, au milieu du salon, le dos tourné vers moi. Elle contemplait les objets restants sur la table, sa silhouette frêle et abattue. Elle ne m'avait pas entendu. Elle semblait si seule, si perdue au milieu des vestiges de notre vie. Toute trace de la jeune femme souriante et assurée avait disparu. À sa place se tenait une enfant écrasée par la culpabilité. La voir ainsi me brisa le cœur en 1000 morceaux. Mon orgueil blessé, mon sentiment d'humiliation, tout cela évapora. Il ne restait que l'amour immense et inconditionnel d'une mère pour son enfant en détresse. Je fis quelques pas silencieux sur le tapis usé. Mes yeux se posèrent sur une petite statuette en faïence sur elle, étagère, un couple de danseurs que Jean m'avait offert pour notre 10e anniversaire. Était un objet sans grande valeur marchande, mais pour moi, il représentait tout. Je m'approchai, mes doigts effleurant la surface froide et lisse de la statuette. Chloé ne bougeait toujours pas, comme si elle était pétrifiée dans sa propre misère. Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes, ceux qui ne condamneraient pas, mais qui ouvriraient une brèche, dans le mur de silence et de secret qu'elle avait érigé entre nous. Je pris la petite statuette dans mes mains, son poids familier me rassurant étrangement. Je sentais le regard de ma fille sur moi, maintenant. Elle était retournée, son visage était blême, ses yeux écarquillés par la surprise et la peur. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, sans doute un mensonge de plus, une explication bancale, mais aucun son ne sortit. Je ne lui en laissai pas le temps. Je la regardai droit dans les yeux, essayant de transmettre toute la tristesse et l'amour que je ressentais, sans aucune once de colère. Je voulais qu'elle sache que était pas là pour la juger, mais pour comprendre. Je m'avançai vers elle, lui tendant presque la statuette. Ma voix, quand elle sortit, était à peine plus qu'un murmure, une voix brisée par le chagrin, mais dénuée de tout reproche. Je voulais que ma question soit une porte ouverte, pas une accusation. Je savais que la manière dont je poserais cette première question déterminerait tout le reste. Il ne fallait pas qu'elle se braque, qu'elle se referme dans son mensonge. Je devais lui montrer qu'elle pouvait tout me dire, que nous étions ensemble dans cette épreuve, quelle qu'elle soit. Je devais briser son armure de fausse force, comme elle venait de briser mon cœur.
Je la regardais, et le monde sembla s'arrêter autour de nous, dans ce salon profané qui attendait de redevenir un foyer. Le poids de nos vies, de nos non-dits, de nos peurs, flottait entre nous. Je vis dans ses yeux la panique d'être découverte, mais aussi, peut-être, un infime soulagement. Le fardeau était trop lourd à porter seul. Elle attendait le coup de grâce, la condamnation, la colère que j'aurais été en droit de ressentir et d'exprimer. Mais je ne lui donnerais ni l'un ni l'autre. Je lui donnerais la seule chose qui pouvait encore nous sauver. Une chance de dire la vérité. Je sentis une larme rouler lentement sur ma joue. Une larme pour elle, pour moi, pour Jean, pour tout ce que nous avions perdu, et tout ce que nous risquions encore de perdre. Je serrai légèrement la statuette dans ma paume, un ancrage dans la tempête qui faisait rage en moi. Je savais que les prochains instants allaient définir notre avenir. Soit nous nous effondrions sous le poids des secrets, soit nous commencions, ensemble, à ramasser les morceaux et à reconstruire. Tout dépendait de ce premier pas, de cette première phrase qui devait être un pont et non un mur. Alors d'une voix qui tremblait à peine, je lui posai la question qui fit voler en éclats son armure et ouvrit la voie à la vérité. Je la regardai, mon enfant perdu, et je lui dis, avec toute la douceur dont J était capable. Et pour celle-ci, tu en demandais combien? Ça a toujours été ma préférée. Le son de ma propre voix, brisé, mais calme, flottait dans le silence pesant de l'appartement. Les mots, une question plutôt qu'une accusation, restèrent suspendus entre nous. Chloé me regarda, ses yeux immenses noyés de larmes qui ne coulaient pas encore. Son visage, si pâle quelques secondes auparavant, se couvrit de plaques rouges. Son armure de mensonge, si fragile, venait de se pulvériser en un instant. Elle ouvrit la bouche, la referma, comme un poisson hors de l'eau, cherchant un air qui n'existait plus. La statuette dans ma main semblait peser 1 tonne. Ce N était plus un objet, C était le catalyseur de la vérité, la clé qui venait de forcer une serrure rouillée par des mois de secrets et de souffrances silencieuses. Puis, ce fut l'effondrement, pas de cri, pas de drame théâtral. Juste un sanglot rauque qui échappa de sa poitrine, un son si douloureux qu'il me transperça le cœur. Ses genoux cédèrent et elle tomba sur le tapis usé, non pas gracieusement, mais comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Elle cacha son visage dans ses mains, ses épaules secouées par des spasmes incontrôlables. Je posai délicatement la statuette sur la table basse, au milieu des autres vestiges de notre vie mis aux enchères, et m'agenouillai à ses côtés. Je ne dis rien, que pouvais-je dire? Je posai simplement ma main sur son dos, sentant la fragilité de ses omoplates sous son pull trop grand. Et j'attendis. J'attendis que la première vague du tsunami passe. Le temps étira. Chaque seconde était remplie de ses pleurs. Un bruit qui semblait récurer les murs de l'appartement de tout le silence accumulé depuis la mort de Jean. Je me souvenais de lui, de sa façon de la regarder quand elle était enfant. Il disait toujours, c'est une sensible, notre Chloé. Elle a le cœur à fleur de peau, il faudra en prendre soin. Et moi, dans ma propre douleur, j'avais oublié de prendre soin de son cœur. J'avais érigé des murs autour du mien pour survivre, sans voir qu'elle se noyait juste de l'autre côté. La culpabilité me rongeait, âpre et froide. Ce N était pas seulement sa faute, était la nôtre. Une faillite partagée, née du chagrin, et de l'incapacité à communiquer notre peine. Finalement, ses sanglots se calmèrent, se transformant en un « ok » épuisé. Elle releva la tête, son visage bouffi et strié de larmes. « Pardon, maman, pardon », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je pris son visage entre mes mains, essuyant ses joues avec mes pouces. « Chut, mon enfant. Ne dis rien pour l'instant. Viens. » Je l'aidai à se relever, son corps était sans force, et je la guidai jusqu'au vieux canapé en velours, celui où Jean s'endormait tous les soirs devant la télévision. Nous nous assîmes l'une à côté de l'autre, au milieu de ce chaos organisé, ce musée de notre vie démantelée. Je gardai mon bras autour d'elle, la sentant trembler comme une feuille. Elle s'appuya contre moi, comme elle le faisait quand elle était petite et qu'elle avait fait un cauchemar. C était il y a une éternité et C était hier. Jean aurait détesté nous voir comme ça, 2 âmes en peine dans les ruines de notre foyer. Il était l'optimiste de nous deux, celui qui trouvait toujours une solution, une blague pour détendre l'atmosphère. Il était notre pilier. Et quand le pilier s'effondre, toute la structure menace de écrouler. C'est ce qui était en train de se passer. Nous étions sur le point de nous écrouler, chacune dans notre coin, parce que nous n'avions pas su comment nous appuyer l'une sur l'autre pour tenir debout. Le silence revint, mais il était différent. Ce N était plus un silence vide, mais un silence d'attente. Pour comprendre le geste désespéré de Chloé, il faut remonter un peu en arrière, à l'époque où notre vie était simple, presque banale, mais pleine.
Jean travaillait à l'usine textile de Roubaix depuis ses 18 ans. Un travail dur, répétitif, mais qu'il faisait sans jamais se plaindre. Il disait que était sa façon de prendre soin de nous. Le soir il rentrait, l'odeur de la machine et de l'huile imprégnée dans ses vêtements de travail, mais avec un sourire qui illuminait notre petit appartement. Nous étions pas riches, loin de là. On comptait chaque sou, on faisait attention à ne pas allumer le chauffage trop tôt en automne. Mais nous ne manquions de rien d'essentiel. Surtout nous ne manquions pas d'amour. Notre vie était rythmée par des choses simples. Les repas du soir où Jean racontait les derniers potins de l'usine, les week-ends à se promener au parc du Héron, les vacances étaient dans un petit camping sur la côte d'Opale. Chloé a grandi dans cette atmosphère, nous lui avons inculqué le sens du travail, de l'honnêteté. Jean était un homme d'une droiture absolue. Pour lui, une parole donnée valait tous les contrats du monde, et une dette était une tache sur l'honneur. C'est pour ça que la situation actuelle était si incompréhensible, si contraire à tout ce qu'il représentait. Il aurait eu honte. Une honte si profonde qu'elle l'aurait tué une seconde fois. Les problèmes ont commencé insidieusement. D'abord, une toux persistante que Jean mettait sur le compte de la poussière de l'usine. Puis, une fatigue anormale, un essoufflement au moindre effort. Lui si robuste, si plein de vie, commençait à décliner sous nos yeux. Il refusait de voir un médecin. « C'est rien, Martine, juste un coup de froid qui traîne. Ça va passer, » disait-il. Mais ça ne passait pas. C'est moi qui ai dû prendre rendez-vous pour lui, presque de force. Je me souviens de son regard ce jour-là, dans la salle d'attente. Ce était pas de la colère, était de la peur. La peur de l'homme fort qui sent pour la première fois sa propre fragilité. Le diagnostic est tombé comme un coup près, un cancer du poumon, déjà bien avancé. L'amiante, la poussière, 40 ans passés à respirer la mort à petite dose, sans le savoir. La maladie professionnelle a été reconnue, mais les procédures étaient longues, les indemnisations dérisoires face à la catastrophe qui s'annonçait. Jean a dû s'arrêter de travailler. Du jour au lendemain, notre principal revenu a été amputé. Il a mal vécu cette inactivité forcée. Se sentir inutile était pour lui pire que la maladie elle-même. Il passait ses journées sur le canapé, à regarder par la fenêtre, le regard vide. Il ne se plaignait jamais de la douleur, mais de ne plus pouvoir ramener la paix. J'ai pris un poste d'agente d'entretien de nuit pour compenser. Je nettoyais des bureaux pendant que la ville dormait, et je rentrais au petit matin, épuisé, pour m'occuper de lui. Chloé, qui venait de finir son BTS, enchaînait les missions d'intérim. Elle nous aidait comme elle pouvait, mais je voyais bien qu'elle s'inquiétait. Nous formions une équipe silencieuse, chacun jouant son rôle sans jamais parler de l'essentiel, l'argent et la peur. Jean, dans sa fierté d'homme, refusait d'aborder le sujet. Quand je lui disais qu'on allait s'en sortir, il hochait la tête, mais je voyais dans ses yeux qu'il n'y croyait pas. Il se sentait responsable de notre précarité. C'est là, je le comprends maintenant, que le secret a pris racine. Pour nous épargner, pour préserver son image de protecteur, il a dû commencer à chercher des solutions seul. Les traitements médicaux non remboursés, les petits conforts qu'il voulait nous offrir pour que la vie paraisse normale, tout cela avait un coût. Un coût que nous ne pouvions plus assumer. Je ne lui ai jamais posé de questions. J était tellement concentré sur sa santé, sur le prochain rendez-vous à l'hôpital, sur le dosage de ses médicaments, que je ne voyais pas le reste. Je lui faisais une confiance aveugle. Il avait toujours tout géré, pourquoi cela aurait-il changé? Était mon erreur, mon terrible aveuglement. Les derniers mois furent un lent naufrage. Jean s'affaiblissait de jour en jour mais il gardait sa dignité. Il y avait des moments de grâce, des après-midi, où nous regardions de vieilles photos, en silence, main dans la main. Des moments où il me disait « T'as été une bonne épouse, Martine, la meilleure », mais il n'a jamais parlé d'argent. Jamais. Il est parti une nuit de février, dans son sommeil, dans notre lit. Paisiblement, a dit le médecin. Mais je sais qu'il n'était pas en paix. Il est parti avec son fardeau, nous laissant avec le nôtre, sans nous avoir donné les clés pour le comprendre. Le deuil fut une chape de plomb. Le silence dans l'appartement était assourdissant, chaque objet me rappelait son absence. Son fauteuil vide, sa tasse à café dans l'échelle d'Irel, évier, l'odeur de son eau de Cologne, qui flottait encore dans la salle de bain. Chloé et moi, nous nous sommes murés dans notre chagrin. Nous vivions comme deux fantômes, nous croisant sans vraiment nous voir. Elle essayait d'être forte pour moi, je tentais de être pour elle. En réalité, nous étions deux naufragés s'accrochant à des débris différents, dérivant dans des directions opposées. La communication, qui avait toujours été le ciment de notre famille, était rompue. C'est Chloé qui a découvert le pot aux roses. Quelques semaines après l'enterrement, une lettre est arrivée. Une enveloppe à fenêtre d'un organisme de crédit que je ne connaissais pas. Je l'ai mise de côté, pensant à une publicité, ou à une erreur.
mais Chloé l'a vue. Je l'ai surprise en train de la lire dans sa chambre, le visage décomposé. Quand je lui ai demandé ce que C était, elle a bafouillé une excuse, disant que C était une offre pour un prêt étudiant. J était si fatiguée, si anesthésiée par le chagrin, que je n'ai pas insisté. Je l'ai cru. Ou plutôt, j'ai voulu la croire. À partir de ce jour, elle a commencé à guetter le facteur. Elle récupérait le courrier avant moi, triant les lettres en secret. D'autres enveloppes du même type sont arrivées. Je le sais maintenant. Elle les cachait, les accumulait, seule face à cette réalité terrifiante. Elle a découvert que son père, notre Jean si droit et si honnête, avait contracté un crédit à la consommation de plusieurs milliers d'euros. Un crédit pour payer des compléments de traitement, des soins à domicile, pour continuer à faire les courses sans que je m'inquiète, pour que sa maladie ne nous plonge pas dans la misère de son vivant. C était son dernier acte d'amour, mais aussi son plus grand secret. La panique a dû l'envahir. Comment gérer ça? Comment m'en parler? Dans son esprit, m'avouer la vérité, C était souiller la mémoire de son père. C était m'infliger une souffrance de plus, une trahison posthume. Elle a décidé, avec l'impulsivité et la fierté de ses 22 ans, qu'elle allait régler ça toute seule. Elle allait protéger sa mère, comme son père avait essayé de le faire. Elle s'est mise à chercher un travail stable avec une énergie désespérée, mais ne trouvait que des missions précaires, mal payées. L'argent qu'elle gagnait partait aussitôt en factures courantes. La dette, elle, continuait de grossir avec les intérêts. Les lettres de relance sont devenues de plus en plus menaçantes. Le ton poli des premières missives a laissé place à des termes juridiques froids. Mise en demeure. Recouvrement judiciaire. Saisie. Chloé vivait un enfer silencieux, à quelques mètres de moi. Je la voyais s'amaigrir, devenir irritable, ses nuits étaient courtes. Je mettais ça sur le compte du deuil, de la difficulté à entrer dans la vie active. Je lui disais de prendre son temps, de ne pas s'inquiéter. Chaque mot de réconfort que je prononçais devait être pour elle un coup de poignard, accentuant son sentiment de solitude, échec. Un jour je l'ai surprise en train de pleurer dans la cuisine, une lettre à la main. Je me suis approchée, j'ai posé ma main sur son épaule. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? C'est le travail !» Elle a sursauté, a froissé le papier et l'a caché dans sa poche. Elle s'est forcée à sourire. « Non, maman, rien. Juste un coup de fatigue. Je suis un peu stressée. » Ce mensonge, je l'ai senti. Il flottait entre nous, lourd et poisseux. Mais Jae était moi-même si fragile que je n'ai pas eu la force de gratter le vernis, de la pousser dans ses retranchements. J'ai préféré ne pas voir. C'est plus facile parfois de ne pas voir. Pendant ce temps, je me débattais avec la paperasse pour la pension de réversion. Des formulaires sans fin, des pièces manquantes, des délais interminables. Chaque appel à un service administratif se soldait par une nouvelle frustration. On me disait que mon dossier était en cours d'instruction. Des mois passaient, et rien. Cette lenteur bureaucratique ajoutait une couche d'angoisse à notre situation déjà précaire. Nous vivions sur mes maigres économies et les petits salaires de Chloé, mais C était comme essayer D, écoper un bateau qui prend l'eau avec une cuillère à café. Le niveau montait inexorablement. La lettre de trop est arrivée la semaine dernière, alors que J était en Normandie. C était un courrier d'huissier. Il N était plus question de simple relance. Le mot « expulsion » y était écrit noir sur blanc. C était la menace ultime, la perte de tout. La perte de notre foyer, de cet appartement qui contenait 40 ans de notre vie. Pour Chloé, ce fut le point de rupture. La panique a dû laisser place à une sorte de lucidité désespérée. Il fallait de l'argent, et vite. Pas dans 3 mois, pas quand ma pension serait débloquée. Maintenant. C'est là qu'est née cette idée folle, cette mascarade tragique. Elle a regardé autour d'elle, dans ce salon rempli de souvenirs, et elle n'a plus vu des objets chargés d'histoire, mais des actifs. Des choses qui pouvaient se transformer en billets. Le vase de ma mère, le service de mariage, les livres de son père. Chaque objet avait une valeur sentimentale inestimable pour moi, mais pour elle, à ce moment précis, il n'avait plus qu'une valeur marchande potentielle. C était une logique de survie, froide et brutale, dictée par la terreur. L'idée de la tombola caritative était une trouvaille pitoyable mais ingénieuse. C était une façon de sauver les apparences, de ne pas avouer notre déchéance aux voisines. On n'organise pas un vide-grenier dans son salon, quand on est au bord du gouffre. On organise une vente de charité. C'est plus noble. C'est une façon de déguiser la honte en générosité. Elle s'est menti à elle-même autant qu'aux autres, se persuadant que C
était pour la bonne cause, que C était une solution temporaire. Un sacrifice nécessaire pour me protéger. Je l'imagine, seul dans cet appartement, choisissant les objets. Chaque choix a dû être une torture. Prendre le vase en pensant à sa grand-mère. Sortir les livres de la bibliothèque en se souvenant de son père les lisant dans son fauteuil. Aligner le service à café en se remémorant les photos de notre mariage. C était un dépeçage méthodique de notre mémoire familiale. Un acte d'une violence inouïe, avant tout pour elle-même. Elle se punissait de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir résoudre la situation autrement. Puis il y a eu la mise en scène. Contacter les voisines, Madame Dubois, la concierge à la retraite, et Madame Garcia, toujours prompte à connaître les derniers potins du quartier. Je l'entends leur débiter son histoire, la voix tremblante, mais le sourire aux lèvres. C'est pour une association qui aide les familles en difficulté, vous comprenez. L'ironie est tragique. Elle décrivait sa propre situation sans le dire. Les voisines ont-elles été dupes? Je ne pense pas. Elles ont dû sentir le désespoir sous le vernis de la charité. Mais par pitié, par gêne ou par curiosité, elles ont joué le jeu. Elle a donc organisé sa petite vente, fixant des prix dérisoires, espérant récolter quelques centaines d'euros. Une goutte d'eau face à l'océan de la dette, mais pour elle, C était tout ce qu'elle pouvait faire. C était son dernier rempart contre la catastrophe. Elle jouait son rôle de maîtresse de cérémonie, le cœur au bord des lèvres, priant pour que je ne rentre pas plus tôt que prévu. Chaque sonnette, chaque pas dans l'escalier devait la faire sursauter. Elle était une actrice sur une scène improvisée, jouant la pièce la plus triste de sa vie. Et c'est au milieu de cette représentation que je suis arrivée. Mon retour anticipé a fait écrouler le décor. En me voyant dans l'embrasure de la porte, elle a dû voir son monde s'effondrer. La honte être découverte, la peur de ma réaction, le poids de son secret devenu public. Tout a dû l'assaillir en une seule vague dévastatrice. Mon calme apparent, ma question si simple et si terrible, n'a fait qu'accélérer l'inévitable. Il n'y avait plus d'échappatoire. Le rideau était tombé. Toute cette histoire, elle me la raconta par bribes, entre deux sanglots, sa tête posée sur mon épaule. Elle me montra la liasse de lettres qu'elle avait cachées sous son matelas. Les chiffres, les menaces, l'engrenage infernal de la dette. Je l'Elkialtin écoutais en silence, caressant ses cheveux, mon propre cœur se serrant à chaque mot. La colère que j'aurais pu ressentir d'elle et Sari, était depuis longtemps muée en une immense tristesse. Une tristesse pour mon mari, mort avec ce secret. Une tristesse pour ma fille, qui avait porté ce fardeau seule. Et une tristesse pour moi, qui n'avais rien vu. Quand elle eut fini, elle releva la tête, et me regarda, attendant son jugement. « Je suis désolée maman, j'ai tout gâché. J'ai voulu te protéger, mais j'ai tout empiré. » Sa voix était celle d'une petite fille, qui a cassé son jouet préféré. Je la serrai plus fort contre moi, sentant ses os sous sa peau. Je voulais lui transmettre toute la force qu'il me restait, lui faire comprendre que rien, était irrémédiable tant que nous étions ensemble. L'argent, les objets, tout cela n'avait plus aucune importance. Non, tu n'as rien gâché, lui dis-je doucement. T'as essayé de nous maintenir à flot avec les moyens que t'avais. Ton père aurait fait pareil. Il a fait pareil. Il a essayé de nous protéger à sa façon, et toi à la tienne. Votre seule erreur, à tous les deux, a été de vouloir le faire seul. Mes paroles semblaient l'apaiser. Une partie de la tension qui crispait son corps se relâcha. Elle comprenait que je ne la condamnais pas. Je comprenais son intention, même si son acte était désastreux. Je me suis levée et j'ai commencé à ramasser les objets sur la table basse. J'ai pris le service à café, pièce par pièce, et je les rangeais dans le vaisselier. Chloé me regardait faire, sans bouger. Puis, je me suis dirigée vers la bibliothèque et j'ai remis les livres de Jean à leur place, en suivant l'ordre qu'il avait lui-même établi. Chaque geste était lent, délibéré. Ce N était pas un simple rangement. C était un rituel. Je reconstituais notre foyer, je remettais notre histoire en ordre. Je lui montrais que rien était encore perdu. Après quelques instants, elle s'est levée à son tour et m'a rejointe. Sans un mot, elle a pris le vase de Limoges et l'a délicatement reposé sur la cheminée, à sa place habituelle. Nos regards se sont croisés. Pour la première fois depuis des mois, nous étions sur la même longueur d'onde. Nous étions une équipe. Le problème était toujours là, la dette était toujours monstrueuse, mais nous, étions plus seuls pour y faire face. Le mur de silence entre nous venait de s'effondrer. « Je ne sais pas comment on va faire, maman, » dit-elle d'une voix encore fragile. Je me suis approchée d'elle, j'ai posé mes mains sur ses épaules, et je l'ai regardée droit dans les yeux. Moi non plus, ma chérie. Mais ce que je sais, c'est qu'on va le faire ensemble. C'est la seule chose qui compte. Un faible sourire se dessina sur ses lèvres, le premier vrai sourire que je voyais depuis la mort de son père. C
était un sourire timide, plein de tristesse, mais aussi porteur d'une lueur d'espoir. Nous sommes restés là, au milieu du salon, entourés de nos souvenirs, qui avaient failli être vendus. L'odeur de la pluie s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. Dehors, la nuit tombait sur l'île, mais à l'intérieur de notre petit appartement, une lumière venait de se rallumer. Ce N n'était pas la fin de nos problèmes, C était le début d'une nouvelle bataille. Une bataille que nous allions mener côte à côte, armés de la seule chose de valeur qui nous restait et que personne ne pourrait jamais nous prendre, notre amour l'une pour l'autre. Le chemin serait long et difficile, je le savais. Il y aurait des jours de découragement, des moments de doute. La peur, ne sait, était pas envolée par magie. Mais elle, N, était plus paralysante. Elle était devenue un moteur, une raison de se battre. Pour honorer la mémoire de Jean, nous devions nous en sortir, non pas en cachant la vérité, mais en l'affrontant la tête haute. Nous allions devoir apprendre à demander de l'aide, à ravaler notre fierté. C était une leçon dure, mais nécessaire. Je pensais à Jean. J'espérais que, où qu'il soit, il puisse nous voir. J'espérais qu'il comprenne que je ne lui en voulais pas. J'avais compris son geste, son sacrifice silencieux. Il avait voulu être notre rempart jusqu'au bout. C était maintenant à nous, ces femmes, de prendre le relais, de continuer le combat. Pas en nous cachant, mais en nous unissant. La plus grande preuve d'amour que nous pouvions lui donner était de rester soudés et de sauver ce qu'il avait passé sa vie à construire. Sa famille. Chloé a pris la petite statuette des danseurs dans ses mains. Elle l'a regardée un instant puis me l'a tendue. « Tiens maman, celle-ci elle n'est pas à vendre. » Jamais. J'ai pris la statuette et mes doigts se sont refermés sur les siens. Nous sommes restés ainsi un long moment, unis par cet objet symbolique, promesse silencieuse d'un nouveau départ. Le passé venait de nous rattraper de la plus brutale des manières, mais il nous offrait aussi une chance de reconstruire notre avenir sur des bases plus solides. Le silence qui suivit ma question fut plus dense et plus lourd que n'importe quel mot. Il cesse, étira, se chargea de 40 années de vie, de rires, de larmes, et maintenant de secrets. Chloé me regardait, ses yeux de biche effarouchés fixés sur les miens, comme si elle cherchait une issue de secours qui n'existait pas. La statuette des danseurs, ce petit bout de faïence kitsch et précieux, était devenu le juge et le témoin de notre drame silencieux. Dans son regard, je ne voyais plus la jeune femme qui avait tenté de brader notre passé, mais l'enfant terrifié Kiss était perdu en chemin, écrasé sous un fardeau trop lourd pour ses frêles épaules. Mon cœur de mère se fendit, non de colère, mais d'une compassion si vaste qu'elle menaçait de me submerger. Je savais que ma réaction à cet instant précis allait soit nous détruire à jamais, soit nous offrir une chance de tout reconstruire. Puis, le barrage céda. Un unique sanglot, rauque et profond, serré, échappa de sa gorge, brisant le silence en mille éclats. Ce ne fut pas une plainte, mais un cri de l'aile, âme, une libération de toute la tension, de toute la peur, et de toute la honte accumulée depuis des mois. Ses jambes fléchirent, et elle s'effondra sur le tapis, cachant son visage dans ses mains, comme pour se protéger du monde, de mon regard, de sa propre faillite. Je posai la statuette sur la table basse, un geste lent et délibéré, et m'agenouillai près d'elle. Je ne prononçai aucun mot de reproche, aucune question accusatrice. Je posai simplement ma main sur son dos tremblant, lui offrant le seul réconfort que je pouvais donner. Ma présence. J'allais attendre, aussi longtemps qu'il le faudrait, qu'elle trouve la force de me laisser entrer dans son enfer. Elle pleura longtemps, d'un flot ininterrompu et épuisant. Chaque sanglot était une vague qui semblait la vider un peu plus, emportant avec elle des semaines de mensonges et de nuits sans sommeil. J'y écoutais cette peine brute, ce chagrin qui était aussi le mien, et je sentais la culpabilité me ronger. Comment avais-je pu être si aveugle, si absorbé par mon propre deuil, que je n'avais pas vu le sien, décuplé par un secret qui la dévorait de l'intérieur. J'avais cru la protéger en lui montrant un visage stoïque, en prétendant que je tenais bon. En réalité, je l'avais isolée, la laissant seule face à une catastrophe qu'elle pensait devoir affronter pour ne pas m'achever. Nous étions deux naufragés, chacune dans sa barque de solitude, persuadée de devoir ramer seule pour sauver l'autre. Finalement, à bout de souffle, elle releva son visage ravagé par les larmes. Sa voix haine était qu'un murmure brisé. « Pardon maman. Je suis tellement désolée. » Je pris son visage entre mes mains, mes pouces essuyant maladroitement ses joues humides. « Il n'y a rien à pardonner ma chérie. Mais il y a tout à me dire. Dis-moi tout Chloé. Ne me cache plus rien. » Je la aidai à se relever, et nous nous assîmes sur le vieux canapé, l'une contre l'autre. Elle se blottit contre moi, et je la serrai fort, comme pour lui transmettre la force qui me manquait à moi aussi. Dans ce salon profané, au milieu des vestiges de notre vie,
La vérité commença enfin à émerger, péniblement, mot après mot. Elle me raconta tout, d'une voix hachée par les hoquets, la découverte de la première lettre de l'organisme de crédit, quelques semaines après l'enterrement. Sa stupeur, son incrédulité, son père, Jean, l'homme le plus droit qu'elle ait connu, avait contracté une dette. Elle ne voulait pas y croire. Elle avait d'abord pensé à une erreur, à une arnaque. Mais d'autres lettres avaient suivi, de plus en plus pressantes. Elle les interceptait chaque matin, guettant le passage du facteur, avec une angoisse qui lui tordait les entrailles. Elle avait assemblé les pièces du puzzle, seule, dans le secret de sa chambre. Le crédit avait servi à payer les traitements non remboursés, les soins à domicile, à maintenir notre train de vie, pour que je ne m'inquiète de rien. C était le dernier sacrifice de son père. En mêle, écoutant, je revoyais les derniers mois de Jean. Son obstination à acheter des produits de marque au supermarché, ces petits cadeaux qu'il me faisait sans raison, sa façon de dire « Ne t'en fais pas pour l'argent, on gère ». Je n'avais rien vu. J était aveuglé par la maladie, par la peur de le perdre. Il m'avait protégé jusqu'au bout, me construisant une bulle d'insouciance, pendant que lui-même s'enfonçait dans les sables mouvants de la dette. Chloé avait hérité de ce fardeau, de ce secret. Elle avait décidé, dans un élan d'amour maladroit et désespéré, de prendre le relais de son père. Elle allait me protéger à son tour, quoi qu'il en coûte. Elle me montra la dernière lettre, celle de l'huissier, qu'elle avait cachée sous une pile de linge. Je la lus, les mains tremblantes. Les mots étaient froids, impersonnels. Procédure d'expulsion, saisis des biens. La menace était là, noir sur blanc. Perdre notre toit, le seul endroit au monde où je me sentais en sécurité. Le sanctuaire de nos souvenirs. Je compris alors l'ampleur de sa panique, la source de cette idée folle de tombola. Ce N était pas de la cupidité, ni une trahison. C était l'acte ultime d'une enfant acculée, prête à sacrifier les symboles de notre passé pour sauver notre présent. C était un cri d'aide déguisé en mascarade. Je ne savais plus quoi faire, maman, sanglota-t-elle de nouveau. L'argent que je gagne ne suffit même pas à payer les factures courantes. Je te voyais si triste, si fragile, je ne pouvais pas t'ajouter ça. Je ne pouvais pas te dire que papa, notre héros, nous avait laissé ce chaos. J'ai pensé que si je pouvais rassembler un peu d'argent, juste assez pour calmer l'huissier, j'aurais le temps de trouver une solution. J'ai eu tellement honte. La honte. Voilà le mot-clé. La honte de la pauvreté, la honte de l'échec, la honte de ne pas être à la hauteur de l'héritage de droiture que Jean nous avait laissé. Cette honte l'avait murée vivante. Je la laissais finir, vider tout son sac de culpabilité et de peur. Quand elle se tut, épuisée, un long silence s'installa. Je ne la regardais pas. Je fixais un point sur le mur, une petite fissure dans le papier peint, et je laissais ces mots infuser en moi. Je sentais son regard anxieux sur mon profil attendant ma sentence. S'attendait-elle à des cris, à des reproches, à une colère dévastatrice? Pendant un instant, une vague de tristesse infinie me submergea. Une tristesse pour nous trois. Pour Jean, mort avec son secret. Pour Chloé, qui avait porté le poids du monde. Pour moi, qui n'avais rien su voir. Puis, je me tournai vers elle. Je lui pris les mains, ses mains fines et glacées, et je les serrai dans les miennes, abîmées par des années de produits d'entretien. Je la regardai droit dans les yeux, et pour la première fois, je lui permis de voir ma propre fragilité, ma propre peur. Je laissai tomber le masque de la femme forte, du pilier indestructible. Il était temps qu'elle connaisse ma vérité. À moi aussi. C était la seule façon de la décharger d'une partie de son fardeau, en lui montrant que j'en portais un moi-même. « Tu as eu peur de me faire souffrir encore plus, c'est ça ?» demandai-je doucement. Elle hocha la tête, incapable de parler. « Tu as pensé que j'allais m'effondrer si j'apprenais la vérité. Que je ne le supporterais pas. » Un nouveau hochement de tête. Ses lèvres tremblantes. Je sentis les larmes monter à mes propres yeux. Des larmes que je retenais depuis des mois. Des larmes de solitude, de désarroi. Il était temps de les laisser couler. Il était temps de briser ma propre armure, celle que j'avais forgée pour survivre, mais qui m'empêchait de vivre. Moi aussi j'ai peur, Chloé, avouai-je, ma voix se brisant. J'ai peur tous les jours. J'ai peur du silence dans cet appartement. J'ai peur de ne plus entendre la clé de ton père dans la serrure. J'ai peur de me réveiller le matin, et de me souvenir qu'il n'est plus là. Je me sens inutile, vieille. Et tu sais de quoi j'ai le plus peur? J'ai peur de ne être un poids pour toi. J'ai peur que tu te sentes obligé de t'occuper de moi, que tu sacrifies ta jeunesse pour ta vieille mère. C'est ça ma plus grande terreur. Ce fut sa propre révélation. Elle me regarda, ses yeux écarquillés par la surprise. Elle, qui pensait me protéger, découvrait que J était rongée par les mêmes angoisses, les mêmes sentiments d'impuissance. Le mur invisible qui nous séparait,
construit de bonnes intentions et de secrets, venait de S, écroulé dans un fracas silencieux. Nous n'étions plus une mère protégeant son enfant, ou une enfant protégeant sa mère. Nous étions deux femmes, face à la même tempête, enfin prêtes à s'avouer qu'elles avaient peur et qu'elles avaient besoin l'une de l'autre. Je devais te protéger, maman. Je ne pouvais pas te laisser souffrir encore, répéta-t-elle comme une litanie apprise. Je serrai plus fort ses mains. Ma chérie, la seule souffrance, c'est de penser que tu portes tout ça toute seule. Ces objets, ce vase, ces livres, ce ne sont que des choses. Des choses magnifiques, pleines de souvenirs, mais juste des choses. Nous on est une famille. Toi et moi. Et ça, ce n'est pas à vendre. Jamais. Mes mots semblèrent la libérer d'un poids immense. Un souffle profond la souleva, comme si elle pouvait enfin respirer après une longue apnée. Je me levai, l'entraînant avec moi, mon regard balaya le salon, ce champ de bataille de notre mémoire. Allez, on va ranger tout ça. On va tout remettre en ordre. Ce N était pas une simple proposition de ménage. C était une déclaration d'intention. Nous allions reprendre le contrôle, non pas en fuyant la réalité, mais en restaurant la dignité de notre foyer, en remettant chaque souvenir à sa place. C'était la première étape pour remettre nos vies en ordre. Sans un mot, elle se dirigea vers la cheminée et prit le vase de Limoges. Elle le manipula avec une précaution infinie, comme un objet sacré qu'elle venait de sauver d'une profanation. Elle le reposa doucement sur le rebord, à sa place exacte, celle qu'il occupait depuis des décennies. Son geste était lent, empreint d'une sorte de révérence. Elle ne rangeait pas un objet, elle réparait une offense faite à la mémoire de sa grand-mère, à notre lignée de femmes. Pendant ce temps, je m'approchai de la table basse et commençai à rassembler les livres de Jean. Je les pris un par un, caressant les couvertures usées, sentant le grain du papier sous mes doigts. Chaque titre ravivait un souvenir, une conversation. Je les replaçai dans la bibliothèque, dans l'ordre alphabétique qu'il aimait tant. C était un rituel apaisant, une façon de lui rendre hommage, de lui dire que nous n'allions pas laisser son héritage être dispersé aux quatre vents. Nous allions le préserver, non pas dans les objets mais dans notre force à continuer. Chloé me rejoignit, et nous continuâmes ce ballet silencieux. Elle rangea le service à café dans le vaisselier, ses gestes précis et délicats. Nous nous croisions, nous nous frôlions, travaillant en parfaite harmonie, sans avoir besoin de parler. Chaque objet qui retrouvait sa place était une petite victoire, un pas de plus, vers la reconquête de notre espace, de notre vie. Le salon, qui quelques heures plus tôt ressemblait à une salle des ventes sordide, redevenait peu à peu notre foyer, notre refuge. Quand tout fut rangé, nous nous retrouvâmes au milieu de la pièce, immobiles. L'appartement semblait respirer à nouveau. La lumière du crépuscule filtrait à travers les rideaux, jetant une lueur douce et dorée sur les meubles. L'atmosphère N était plus lourde et oppressante, mais calme et sereine. Le chaos n'avait pas disparu, la dette était toujours là, menaçante, mais il était désormais à l'extérieur. À l'intérieur, nous avions rétabli l'ordre. Nous avions reconstruit notre sanctuaire. « On va s'en sortir, maman » dit Chloé, sa voix plus ferme, plus assurée. Ce N n'était pas une question, mais une affirmation. La fragilité avait laissé place à une nouvelle détermination. Je la regardais, ma fille, et je vis en elle la force de son père, la résilience de sa grand-mère. Je vis une femme. Je posai mon bras autour de ses épaules et la serrai contre moi. Oui, ma chérie, on va s'en sortir. Parce que maintenant on se bat ensemble. C'était notre moment de bascule. La crise qui avait failli nous séparer venait de nous forger en une alliance indestructible. Nous n'avions pas de plan, pas de solution miracle. Nous n'avions que notre amour et notre volonté de ne pas sombrer. Mais pour la première fois depuis des mois, cela me semblait suffisant. Était plus que suffisant. Était tout ce qui comptait. Nous étions passés de deux individus isolés par la douleur à une équipe prête à affronter n'importe quoi. Je pris une profonde inspiration. L'air de l'appartement me semblait plus léger, plus pur. Je sentais le poids des dernières semaines commencer à s'alléger sur mes épaules. La peur était toujours là, tapie dans un coin, mais elle, était plus la maîtresse des lieux. La place était désormais occupée par une force tranquille, une certitude nouvelle. La certitude que tant que nous serions unis, nous pourrions faire face. Nous avions touché le fond, mais c'est souvent du fond que l'on peut prendre le meilleur appui pour remonter. Nous restâmes ainsi enlacés, un long moment, en silence, à contempler notre salon redevenu nôtre. Était plus qu'une pièce, était le cœur de notre famille, un cœur qui avait failli cesser de battre, mais que nous venions de réanimer, ensemble. La nuit tombait sur l'île, mais pour nous, une nouvelle aube se levait, fragile et incertaine,
mais pleine de la promesse que nous ne marcherions plus jamais seuls dans l'obscurité. C était la fin d'un chapitre de solitude et le début d'une histoire de résilience partagée. ¿Te está gustando esta historia? Déjà un like, y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Le lendemain matin, une lumière pâle et timide filtrait à travers les rideaux, différente de celle, lourde et grise, de la veille. Pour la première fois depuis des mois, l'appartement ne me sembla pas être une tombe, mais un refuge. L'odeur du café que Chloé préparait en silence dans la cuisine remplaçait celle, stagnante, du chagrin. Nous ne nous étions pas dit grand-chose après avoir tout rangé, épuisés par le trop-plein des émotions. Mais un nouveau langage S était installé entre nous, fait de regards complices et de gestes attentionnés. Le mur de silence S était effondré, et dans ces décombres, nous commencions à rebâtir notre relation sur des fondations plus saines, celle de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. La peur n'avait pas disparu, mais elle était plus un monstre solitaire. C était un ennemi que nous allions affronter ensemble. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, nos tasses fumantes entre nos mains. Le tas de lettres menaçantes était posé au milieu de la table, non plus comme un secret honteux, mais comme un problème concret à résoudre. Chloé avait les traits tirés, mais ses yeux avaient perdu cette lueur de panique qui me hantait. Elle me regarda droit dans les yeux, sans détour. « Il faut qu'on demande de l'aide, maman. On ne peut pas faire ça toute seule. » Ces mots étaient simples, directs. C était l'aveu de notre impuissance, mais C était aussi la première décision que nous prenions en tant qu'équipe. J'ai hoché la tête, le cœur serré mais soulagé. La fierté qui m'avait si longtemps empêché d'envisager cette option m'apparut soudain comme un luxe que nous ne pouvions plus nous permettre. Notre dignité ne résidait plus dans le fait de cacher nos difficultés, mais dans le courage de les affronter. Le rendez-vous avec l'assistante sociale fut une épreuve, mais une épreuve nécessaire. Le bureau était petit, impersonnel, sentant le papier et le café froid. Nous étions assis sur des chaises inconfortables, Chloé serrant un dossier contre elle, moi tordant la lanière de mon sac à main. Raconter notre histoire à une inconnue, étaler nos dettes, nos peurs, notre deuil, fut humiliant et libérateur à la fois. La femme en face de nous écoutait avec une attention professionnelle mais bienveillante, sans jamais nous juger. Elle posait des questions précises, notait des informations sur un formulaire. Pour la première fois, notre chaos financier prenait la forme d'un plan d'action, d'une liste de démarches à entreprendre. C était terrifiant, mais cela nous donnait enfin une direction, un chemin à suivre pour sortir du brouillard. L'assistante sociale nous a expliqué les options, sans nous faire de fausses promesses. Monter un dossier de surendettement, négocier un échéancier, vérifier toutes les aides auxquelles nous pourrions avoir droit. C était un marathon administratif qui s'annonçait, mais nous, étions plus seuls. Puis, elle aborda un point délicat. Pour gagner du temps, pour apaiser les créanciers les plus menaçants, il fallait un apport immédiat. C'est à ce moment que l'idée de vendre quelque chose de valeur est revenue sur la table. Mais cette fois ce était pas un acte de désespoir solitaire. C était une stratégie discutée, une décision consciente. Nos regards à Chloé et à moi se sont croisés. Nous pensions à la même chose, ce lourd secret de famille que je gardais depuis des années. Il y avait ce bijou, une vieille bague en or ornée d'un petit saphir, héritée de ma propre mère. Je ne la portais jamais, la gardant au fond d'une boîte comme une relique sacrée. C était le seul objet de véritable valeur que nous possédions. En parler à voix haute me coûta un effort immense. J'ai la bague de mémé, dis-je à Chloé, ma voix tremblante. Elle posa sa main sur la mienne. On est sûr, maman? C'est le seul souvenir qui te reste d'elle. Je la regardais, et je sus que Niens était la bonne chose à faire. Les souvenirs ne sont pas dans les objets, ma chérie. Ils sont ici, dis-je en posant ma main sur mon cœur. Elle aurait voulu qu'on s'en serve pour protéger notre foyer. C'est ce qu'elle aurait fait. Le lendemain, nous sommes allés chez un bijoutier du centre-ville. L'homme, derrière son comptoir, a examiné la bague avec sa loupe, indifférent à l'histoire qu'elle portait. Il nous a annoncé un prix. C était une somme correcte, suffisante, pour calmer l'huissier et nous donner un peu d'air, mais si dérisoire par rapport à la valeur sentimentale que je lui accordais. J'ai senti une pointe de tristesse, mais aucune hésitation. En sortant de la boutique, l'enveloppe contenant les billets dans mon sac, je ne me sentais pas plus pauvre. Je me sentais plus légère. Nous venions de transformer un souvenir du passé en une chance pour notre avenir. C était un sacrifice, oui, mais un sacrifice qui nous unissait et nous donnait la force de continuer le combat. Cette première victoire, aussi amère soit-elle,
a agi comme un électrochoc. Chloé, libérée d'une partie de l'angoisse qui la paralysait, a redoublé d'efforts dans sa recherche d'emploi. Elle ne se contentait plus de missions d'intérim, elle visait un poste stable, un contrat à durée indéterminée, qui nous apporterait la sécurité dont nous avions désespérément besoin. Elle passait ses soirées à refaire son chevaux, à préparer ses entretiens. Je la regardais faire, admirative de sa ténacité. Je l'aidais comme je pouvais, en lui faisant répéter ses arguments, en lui repassant sa chemise porte-bonheur. Nous étions redevenus complices, partageant les espoirs et les déceptions de sa recherche. Chaque appel téléphonique, chaque email était un événement que nous vivions ensemble. Et puis, un soir, elle est rentrée avec un sourire qui illuminait son visage fatigué. Elle n'a rien dit, elle a juste sorti de son sac une promesse d'embauche et l'a posée sur la table. Était un poste d'assistante administrative dans une PME de la région. Un vrai travail, avec un vrai salaire. Nous nous sommes prises dans les bras, riant et pleurant en même temps. Était plus qu'une bonne nouvelle, était la preuve que la roue commençait à tourner. Était le fruit de sa persévérance, mais aussi le résultat de notre nouvelle dynamique. En se sentant soutenue, elle avait retrouvé la confiance en elle nécessaire pour convaincre un employeur. Ce soir-là, nous avons célébré avec une simple pizza, mais était le meilleur repas de ma vie. De mon côté, je ne voulais pas rester passive. L'idée de devenir un fardeau pour elle me hantait toujours. Je devais moi aussi trouver un moyen de contribuer plus activement à notre redressement. L'appartement, avec ses 3 chambres, était devenu bien trop grand pour nous deux. L'ancienne chambre de Chloé était vide, silencieuse. L'idée m'est venue un matin, en la regardant prendre la poussière. Et si nous la louions ? L'université N n'était pas loin, il y avait toujours des étudiants qui cherchaient un logement. L'idée d'accueillir un étranger sous notre toit, dans notre intimité, m'effrayait un peu. Mais la peur de ne pas y arriver était plus grande. J'en ai parlé à Chloé, qui a tout de suite trouvé l'idée excellente. Nous avons passé un week-end entier à préparer la chambre. Nous l'avons repeinte en blanc pour la rendre plus lumineuse, nous avons chiné un petit bureau dans un dépôt-vente. Chaque coup de pinceau, chaque meuble déplacé était un acte symbolique. Nous ne faisions pas que préparer une chambre à louer, nous transformions notre espace, nous l'adaptions à notre nouvelle réalité. Nous faisions de notre foyer non plus un musée du passé, mais un outil pour construire notre futur. Une semaine après avoir posté l'annonce, une jeune étudiante en lettres, calme et sérieuse, est venue la visiter. Elle a adoré. 1 mois plus tard, elle emménageait, apportant avec elle une nouvelle vie et un revenu complémentaire régulier et précieux. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles. La dette était toujours là, et nous remboursions chaque mois une somme qui nous obligeait à vivre chichement. Mais tout avait changé. Le soir, nous ne nous enfermions plus chacune dans notre coin. Nous dînions toutes les 3 avec notre jeune locataire, et l'appartement résonnait de conversations, de rires. Chloé me racontait ses journées au bureau, ses petites victoires, ses collègues. Je lui parlais de mon travail, des potins de l'immeuble. Nous parlions d'argent ouvertement, sans tabou, faisant nos comptes ensemble, planifiant nos dépenses. La précarité était toujours présente, mais elle, N, était plus une source de honte et de solitude. Notre relation s'est approfondie, devenant plus honnête et plus équilibrée. Je, N, était plus seulement sa mère, et elle, N, était plus seulement ma fille. Nous étions 2 femmes adultes, partenaires de vie, se soutenant mutuellement dans les épreuves. J'ai appris à accepter ma propre vulnérabilité, à lui demander de l'aide quand j'étais fatiguée ou découragée. Elle, de son côté, a appris à partager ses inquiétudes, sans craindre de me faire du mal. Nous avons compris que se protéger l'un l'autre, ce n'est pas se cacher la vérité, mais se donner la force de l'affronter ensemble. C'est la leçon la plus précieuse que cette crise nous ait enseignée. 1 an plus tard, notre vie avait trouvé un nouvel équilibre. Nous, N, étions pas riches, loin de là. Nous faisions toujours attention à chaque dépense. Mais nous, N, étions plus dans la survie. Nous vivions, simplement. L'appartement était redevenu un véritable foyer, un lieu de paix et de partage. La présence de notre locataire avait ramené une énergie jeune et positive dans nos murs. Parfois, le soir, en regardant Chloé rire d'une blague, épanouie et confiante, je sentais une gratitude immense m'envahir. La crise qui avait failli nous détruire, nous avait finalement sauvés, en nous forçant à briser nos armures, et à nous retrouver. Le vieux vase de Limoges était toujours à sa place sur la cheminée, tout comme la petite statuette des danseurs sur elle, étagère. Ils étaient plus seulement des souvenirs de ceux qui étaient partis, mais des symboles de ce que nous avions réussi à préserver. Ils nous rappelaient chaque jour que la valeur des choses ne se mesure pas en euros, mais en amour et en histoire partagée. Ils étaient les témoins silencieux de notre résilience, la preuve que même après la pire des tempêtes, un foyer peut être reconstruit,
plus solide et plus lumineux qu'avant, à condition de le faire à deux. Je pense souvent à Jean. Je me demande ce qu'il penserait de nous aujourd'hui. Je crois qu'il serait triste de la peine qu'il nous a causée en gardant son secret, mais je sais aussi qu'il serait immensément fier. Fier de la femme que notre fille est devenue, forte, responsable et courageuse. Fier de nous voir unis, solidaires. Il a passé sa vie à vouloir nous protéger, et d'une certaine manière, même après sa mort, il a réussi. Son erreur nous a poussés à trouver en nous une force que nous ne soupçonnions pas, et à forger un lien que plus rien ne pourrait jamais briser. Nous avons appris à vivre avec moins, mais nous nous sentions infiniment plus riches. Notre richesse, étaient nos conversations du soir, nos éclats de rire partagés devant une série télé, la certitude de pouvoir compter l'une sur l'autre quoi qu'il arrive. Nous avions perdu beaucoup de choses, mais nous avions gagné l'essentiel. Une relation authentique, débarrassée des non-dits, et des faux semblants. Nous avions appris que la véritable sécurité ne vient pas d'un compte en banque bien rempli, mais de la main que l'on peut tenir quand tout semble s'effondrer. Un soir, en regardant par la fenêtre les lumières de la ville qui scintillaient au loin, Chloé est venue se blottir contre moi, comme elle le faisait enfant. Elle a posé sa tête sur mon épaule. « On a bien géré, hein, maman ?» a-t-elle murmuré. J'ai souri, caressant ses cheveux. « Oui, ma chérie. On a bien géré. » Il n'y avait rien à ajouter. Dans ces quelques mots, il y avait tout le chemin que nous avions parcouru. Toutes les batailles que nous avions menées. Nous étions toujours debout, ensemble, et c'était la plus belle des victoires. L'avenir restait incertain, comme pour tout le monde. D'autres difficultés viendraient, c'est la loi de la vie. Mais je n'avais plus peur. Je savais que tant que nous serions là l'une pour l'autre, nous trouverions toujours un moyen de nous en sortir. Le deuil de Jean était toujours présent, une douleur sourde, qui ne disparaîtrait jamais complètement, mais il était plus paralysant. Il était transformé en une force tranquille, un rappel constant de la préciosité de chaque instant passé avec ceux qu'on aime. Notre histoire telle son de Dinzi était pas un conte de fées, mais une histoire vraie, avec ses failles, ses peines, et sa lumière. Et c'est ce qui la rendait si précieuse. Avez-vous vécu une histoire qui a changé votre façon de voir la vie? Laissez un petit cœur si vous croyez qu'on peut toujours recommencer. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies qui touchent le cœur. Commentez. La vie nous apprend toujours, si vous aussi, vous croyez aux secondes chances.